Bienvenue chez Agoria et à ce Key HR Testimonial. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous essayons de capitaliser sur les meilleures pratiques auprès de nos membres et il y en a beaucoup. Et donc aujourd'hui et en 2023, un des thèmes principaux, c'est bien sûr comment trouver les talents, comment les attirer, comment les retenir. Et nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Maxime Degbeaumont de chez Trasis. Bonjour Maxime. Bonjour Gaëtan. Merci d'être là. Avec plaisir. Et bienvenue. Et c'est vrai que nous avons déjà eu plusieurs contacts et j'ai été particulièrement inspiré par certaines de vos pratiques. Et donc on a, je dirais maintenant, un petit peu le temps d'en parler. Et donc on aimerait vous poser à Trasis et à toi des questions pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc peut-être avant de commencer, est-ce que tu peux nous présenter Trasis et ton rôle chez Trasis? Oui, donc je pense que c'est important de prendre un peu de temps pour donner le contexte de Trasis, qui on est, ce qu'on fait, parce qu'il y a énormément de questions qu'on va aborder par la suite qui seront très fort liées en fait à nos métiers, à qui on est. Donc moi tout d'abord je suis recruteur chez Trasis, donc je m'occupe d'accueillir les nouveaux talents, de pouvoir les trouver, de les sélectionner aussi derrière, et puis un petit peu toute la stratégie qui tourne autour de ça, donc essayer de réfléchir en amont à combien de personnes on va essayer de recruter cette année et comment on va organiser les choses. Donc on va dire que c'est au sens large le recrutement chez Trasis. Et par rapport à Trasis, si c'est bon pour toi, je reprends peut-être 3-4 minutes pour expliquer un peu qui est Trasis. Ça permettra. On est une entreprise un peu particulière dans les métiers et donc dans le recrutement, c'est super important aussi de pouvoir donner un peu de contexte. Donc Trasis, on est actif dans la médecine nucléaire, donc c'est tout simplement l'utilisation de la radioactivité à des fins médicales. Ces fins médicales-là, c'est principalement le traitement et le diagnostic des cancers. Et donc pour arriver à faire de la médecine nucléaire, il faut tout simplement avoir ce qu'on appelle des radiotraceurs ou des radiomédicaments. Et ces radiotraceurs-là ont la particularité d'être radioactifs. Donc en fait, on va associer une molécule radioactive à un principe actif pharmaceutique. Le principe actif va faire son job de médicament et va amener le produit à la maladie. Et alors la partie radioactive va soit nous permettre de diagnostiquer le cancer au travers un PET scan, soit le traiter directement en attaquant les cellules autour d'elle. Donc ça, c'est le fonctionnement du monde dans lequel on se situe. Et en fait, pour faire des radiotraceurs ou des radiomédicaments, ça s'obtient par synthèse chimique. Et c'est là que nous, on intervient. Donc nous, on développe des machines et des équipements qui sont, entre autres, des synthétiseurs. Donc c'est des automates de synthèse qui vont permettre de faire l'association de cette fameuse molécule radioactive avec un médicament. Et donc, ça va nous permettre de faire ça de manière automatisée et de pouvoir rendre l'accès aux radiomédicaments, radiotraceurs plus accessible et plus sécure aussi. Parce que ça reste radioactif, c'est pas dingue quand vous êtes chimiste en laboratoire de synthétiser ça. Donc nous, on développe ce type de machine et on développe aussi une autre famille de machines qu'on appelle le dispenser, qui va fractionner tout simplement la dose qui sort du synthétiseur en dose patient. On travaille aussi sur toute une série de radioprotections, donc c'est des grosses enceintes, des grosses armoires en plomb à l'intérieur desquelles on va mettre nos machines et ça va nous permettre de couper la radioactivité en fait et de mettre les utilisateurs à l'abri. Donc tout ce contexte, pourquoi? Pour introduire un peu nos métiers qui sont assez complexes et il y en a beaucoup de différents. Vous avez une diversité de profils énorme en fait. Effectivement, en fait, on va dire que on maîtrise l'entièreté de la chaîne des valeurs sur tout ça. Donc on fait la recherche, le développement, l'industrialisation, la production, la commercialisation, services après-vente et puis alors tous les services supports aussi qui tournent autour de ça, que ce soit les services généraux liés à une boîte, on parle de RH, de finance au sens classique on va dire, et les services supports à la production d'un environnement pharmaceutique, donc les services qualité et autres qui sont fort développés. Et donc au niveau de nos machines en tant que telles, on a déjà 3 gros métiers qui travaillent dessus. Les métiers de l'ingénieur au sens large, donc qui soit mécanicien, électromécanicien et même plasturgiste, on y reviendra un peu plus tard, mais on développe aussi des pièces plastiques qui sont utilisées en tant que consommables sur ces machines-là. On a les métiers de la chimie au sens large, donc on a des radiochimistes et des chimistes. Les radiochimistes vont un peu développer les recettes de cuisine qui vont être utilisées sur nos machines. Donc nos machines vont suivre une série d'étapes c'est un procédé chimique qui est développé par nos radiochimistes. Et on développe aussi l'intérieur, le principe actif en tant que tel, donc le précurseur auquel on va attacher cette molécule radioactive. Et là, on a une autre équipe de chimistes en R&D qui travaille dessus. Et toute cette machine-là est pilotée par un logiciel derrière, dans lequel on va rentrer un peu les grosses caractéristiques de la synthèse à réaliser et qui va aussi nous permettre de revivre par après la synthèse pour pouvoir analyser une production, par exemple. Donc ça nous donne déjà 3 gros métiers, les développeurs informatiques, les chimistes au sens large et les ingénieurs au sens large en R&D.
Et puis voilà, le reste est, on va dire, plus classique. L'autre particularité est que nos machines fonctionnent un peu comme des machines à café. Donc on a la machine en tant que telle, on a la capsule et on a le café. Chez nous, la capsule, c'est une série d'assemblages fluidiques plastiques, donc d'où les ingénieurs plasturgistes. Et l'intérieur est rempli d'une série de réactifs et de principes actifs. Donc ça nous donne aussi deux types de production. Une production en atelier, plutôt de l'assemblage de machines, et une production en salle blanche, plutôt typée pharmaceutique, où là on va travailler sur les cassettes, les réactifs et les consommables derrière, quoi. D'accord, c'est ça. Et merci de donner ces explications parce que je pense que ça parle à beaucoup de nos membres qui sont actifs, je dirais, dans des domaines assez proches, périphériques et parfois très similaires aussi, ou en tout cas complémentaires à ce que vous faites. Et en tout cas, en termes de profil, j'entends bien le côté donc la chimie, le côté ingénieur et le côté donc informaticien, qui sont évidemment des profils qui sont extrêmement recherchés. C'est des profils compliqués à trouver, effectivement. Voilà, tout à fait. Et alors, en termes d'historique, est-ce que tu peux juste nous rappeler d'où vous venez et peut-être aussi en nombre de FTE, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? On vient de deux fondateurs. On a été fondé en 2004 par deux personnes qui ont un mindset technique, on va dire. Donc on a un ingénieur et un physicien. Donc c'est deux personnes qui sont très très axées sur l'innovation, sur le développement, sur vraiment apporter quelque chose qui n'existait pas et qui va nous permettre d'avancer dans le monde de la médecine nucléaire, dans le traitement des cancers et vraiment dans ce monde médical derrière. Ils ont grandi petit à petit, donc c'est une boîte médicale, ça prend du temps à développer avant vraiment de pouvoir mettre des produits sur le marché, etc. Et ici, ça a vraiment explosé, on va dire, ces 3-4 dernières années. Donc on va dire qu'il y a 3 ans, Tracis, c'était moins de 100 personnes. Aujourd'hui, on est 260 à l'heure actuelle, et forcément des personnes qui ne nous ont pas encore rejoints, mais qui ont déjà signé, donc officieusement rejoints. Et on se projette à 500-600 en 2030. Donc ça explose vraiment. Plusieurs choses expliquent ça. On est aujourd'hui leader sur le marché des synthétiseurs. On continue vraiment à développer la gamme de produits et on se retrouve avec un modèle où on a des machines qui tournent avec des consommables, et donc forcément plus on a une base de machines installées, plus les consommables explosent en flèche derrière. Donc voilà, ça nous donne pas mal de développement, et on a encore des nouveaux produits qui vont arriver ici bientôt sur le marché. Donc voilà, pour le moment on pousse un peu les murs. On a un nouveau bâtiment en construction juste à côté du nôtre, il communique par une porte au fond. Ça va nous permettre de voir un peu à Anse, c'est ça, donc sur les hauteurs de Liège. Ça va nous permettre de voir l'avenir un peu plus sereinement, on va dire, en termes de place. Et puis on continue à regarder pour la suite pour pouvoir encore se développer avec un autre bâtiment, toujours basé à Anse. Donc ça, en termes d'historique, c'est quelque chose qui tient très fort à cœur aux fondateurs, de garder l'entièreté de la chaîne des valeurs à Anse, sur Liège, et donc de pouvoir continuer à se développer là-bas, raison pour laquelle on a grandi toujours localement, quoi. C'est ça, d'accord. Et justement, on va y arriver bien sûr à la question du recrutement. Hein. Tu me dis, voilà, 270 et on va aller vers 500-600 en 2030. Mais encore avant ça, j'imagine passer d'une petite structure, on va dire moins de 100 personnes, à 270, c'est déjà énorme. Oui. La suite, on n'en parle même pas. Comment ça se passe au niveau de vos valeurs, en fait? Parce que vous devenez plus qu'une PME, et là vous allez devenir autre chose. Et donc, comment ça se passe? Quelles sont les valeurs en fait de Tracis aujourd'hui? Ici, Tracis fonctionne toujours comme une PME, donc effectivement, je pense que tu vas peut-être me détromper, mais c'est 250, j'ai l'impression, une PME. Donc on n'est officieusement plus une PME, j'imagine que ça sera officiel au bilan social de fin d'année, mais on fonctionne toujours vraiment comme une petite boîte. Donc c'est une structure très très agile dans son fonctionnement, très PME, toutes les portes sont ouvertes, il n'y a aucune séparation entre les ateliers, les bureaux ou quoi que ce soit. Quand tu penses à quelque chose le mardi, tu n'as pas besoin de le faire valider par 7 managers avant de pouvoir le mettre en place, quoi. C'est vraiment super agile, on fonctionne à l'opportunité sur plein de choses, en termes de recrutement, mais pas que. Et donc on garde vraiment cet aspect petite structure. On a grandi très vite, très fort, donc pas qu'on ne s'est pas encore rendu compte qu'on était devenu une grosse boîte, mais il y a pas mal de process aussi à mettre en place, donc on bosse là-dessus. Par contre, l'objectif, c'est de garder ce cœur de petite structure. C'est ce qui nous permet d'avoir cette croissance-là. Je pense que si tu n'as pas l'agilité d'une petite structure, tu ne peux pas intégrer 100 personnes en une année, ou en tout cas, c'est très compliqué. Donc on garde vraiment ces grosses valeurs-là derrière.
Et en termes de valeur au sens plus précis de ce qu'on a comme valeur chez nous, on met très fort en avant des valeurs comme l'innovation. Donc de nouveau, ça vient de l'historique aussi des deux fondateurs qui sont très axés comme ça. Donc voilà, pour le moment, on garde vraiment une belle équipe, je trouve, qui porte haut ces valeurs-là. Et forcément, c'est facilité par le fait que nos deux fondateurs sont encore chez nous dans les murs. Il y en a un qui est CEO, l'autre qui est responsable technique. Et c'est des personnes, ces valeurs-là, c'est les leurs. Et donc, ils les incarnent au quotidien. Et c'est des personnes qui fonctionnent en fait comme ça. Donc ça rend la chose plus facile en tant que RH parce qu'on n'a pas besoin de vendre ces valeurs-là. Elles sont réellement portées par ces personnes-là dans les couloirs au quotidien, quoi. Oui, c'est ça. Donc tu parles beaucoup d'innovation, tu parles de communication Mhm. ouverte et d'agilité. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses dans les valeurs dont tu pourrais dire, tiens, ça c'est quelque chose qui caractérise vraiment Tracis et qu'on va peut-être pas trouver ailleurs, et c'est vraiment quelque chose qui vit chez nous? Oui, ici, c'était plutôt des manières de fonctionner, je vais dire. Ce qui caractérise Tracis et je pense ce qu'on essaye de mettre en place dans peut-être plein d'entreprises, mais qui est difficile à garder, c'est réellement le sens de la responsabilité, on va dire, ou en tout cas développer cette capacité chez les personnes à prendre leurs responsabilités et à évoluer en toute autonomie. Donc chez Tracis, on aime bien dire qu'un an chez nous, ça vaut 3 ans ailleurs, tout simplement parce que quand tu arrives chez Tracis, on part du principe qu'on t'a recruté pour un job et que tu es capable de le faire, et donc on donne ces responsabilités-là directement. Après, libre à toi de garder la confiance. L'objectif, c'est de pouvoir garder cette confiance-là, mais il n'y a pas cette espèce de période test d'intégration où on voit un peu ce que tu vaux avant de te donner des choses. D'accord. Ici, réellement, des gens ont vraiment des responsabilités larges et ça nous arrive d'avoir des retours de jeunes ingénieurs, par exemple. Ça fait 2 ans et demi qu'ils sont là et qui nous disent, j'aurais jamais imaginé après 2 ans et demi avoir des responsabilités comme ça. Je pensais que c'était réservé à des plus de 35 ans, quoi. Donc ça, c'est vraiment des choses, je pense, qui caractérisent Tracis. C'est aussi lié à notre fonctionnement. On se retrouve à intégrer une centaine de personnes l'année dernière si on en a besoin. Donc si on ne leur donne pas les responsabilités pour lesquelles on les a intégrées, c'est plus compliqué. Mais voilà, force est de constater que ça fonctionne bien, quoi. Ok, ouais, d'accord. Et quel type de profil vous recrutez de manière générale? Je sais qu'il y a des profils très spécifiques, Oui. comme tu disais, des profils plus classiques. On peut en parler aussi, hein. Est-ce que tu pourrais peut-être nous donner de manière générale les profils que vous recrutez le plus? Et puis peut-être là un autre exemple de quelque chose auquel on ne penserait pas. On recrute de tout, on va dire, en tout cas des personnes qui sont vraiment partout à travers l'entreprise. Donc on recrute beaucoup en R&D. Donc la structure, comme je le disais, est vraiment très axée sur l'innovation. On a, je pense, 20% de nos forces de travail en R&D. Pour une structure comme la nôtre, c'est quand même vraiment beaucoup. Donc on investit énormément là-dedans. Donc on parle de chimistes, de radiochimistes, des ingénieurs, des développeurs. On recrute également beaucoup au niveau production, parce que forcément la production explose, que ce soit au niveau de la production mécanique ou au niveau de la production salle blanche. Donc vraiment cette différence entre les machines et les consommables. Au niveau de la production mécanique, là on est sur des profils de type électromécanicien, et donc là on en recrute vraiment pas mal. Et au niveau salle blanche, là on est sur des profils plutôt d'opérateurs, opératrices salle blanche. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on recrute pas mal. Et puis hors de ça, forcément tous des profils qui sont liés au métier de la qualité. Donc on a un environnement pharmaceutique, on est normé GMP, donc c'est vraiment la norme qui régit un peu les environnements pharmaceutiques. Donc ça donne pas mal de contraintes au niveau qualité derrière à prendre en compte. Donc on a beaucoup de personnes aussi qui viennent vers là, donc de l'assurance qualité ou du contrôle qualité. Et puis les services généraux, donc tout ce qui est achat, finance, RH ou autre. C'est ça, d'accord. Et bon, là, je vous regarde, vous qui nous écoutez aujourd'hui. Je sais que ce qui vous intéresse, c'est comment on fait pour trouver les bons talents. Donc, je le sais bien et on y arrive maintenant parce que c'est vrai que quelque part, nous avons tous nos spécificités en tant qu'organisation. Et donc, je reviens vers toi, Maxime. Comment ça se passe concrètement, le recrutement chez Tracis? Dans le day-to-day, tu veux dire ou... Oui, c'est ça, dans le day-to-day. Tu me dis, voilà, on a recruté un peu moins de 100 personnes l'an dernier. Quels sont peut-être vos processus, ça peut être une partie de la réponse.
Et j'aurai d'autres questions après, certainement. Mais ici, on essaye de s'y prendre à l'avance. Donc forcément, ça fait un gros agenda de recruter une centaine de personnes. On a fait 95 l'année dernière et on fera un peu plus de 100 cette année. Donc on essaye de définir les besoins en amont. Donc ça veut dire qu'avant le début de l'année, on s'est déjà posé avec tous les managers pour qu'ils réfléchissent un peu au forecast de demain et de quoi on va avoir besoin pour pouvoir suivre la croissance en fait. Donc ça nous permet en tant qu'RH d'avoir une vue imprécise qui forcément va évoluer au fur et à mesure de l'année, mais en tout cas une vue sur les recrutements de l'année. Ça va nous permettre d'établir un peu une stratégie sur, imaginons un exemple très concret et très basique, tu as 5-6 recrutements qui sont définis comme étant des jeunes sortant de l'école. Ces recrutements-là, il vaut mieux les lancer entre mai et septembre que de les lancer en janvier, ou voilà, ces choses-là. Donc ça, c'est une réflexion qu'on a. Et puis on établit aussi un peu la criticité des rôles pour qu'on puisse s'y prendre assez à l'avance, pour qu'on puisse suivre ça derrière. Et puis après, au niveau pratique, à chaque fois qu'on lance un recrutement, on l'ouvre en interne comme en externe. Donc Justement, je me demandais, est-ce que vous êtes plus allé chercher à l'externe ou comment ça se passe? Est-ce que vous avez aussi, comment ça se passe justement, c'est interne, comment vous le gérez aussi? Ici, on doit aller chercher à l'externe parce que on doit grossir en termes de masse. Par contre, on ouvre les positions en interne toujours autant qu'en externe. Donc la mobilité interne, c'est quelque chose qu'on encourage énormément parce que je pense que le truc à ne pas faire quand tu as une croissance comme ça, c'est plein d'opportunités qui s'ouvrent et ne pas laisser l'opportunité aux gens de chez toi de pouvoir les prendre. Vous êtes à combien de pourcents de la mobilité interne par exemple? On est à quasi 25% l'année dernière, en 2022. Donc ça veut dire que tous les postes en fait sont ouverts en interne comme en externe et les personnes postulent en interne et elles rentrent dans un processus de recrutement qui est faire sur toute la ligne, quoi. On va pas faire un processus de recrutement interne une fois que c'est clôturé, faire un processus de recrutement externe. On ouvre les deux en même temps. On rentre dans un processus de recrutement classique, sauf que les candidats viennent des deux côtés. Et forcément, on encourage cette mobilité interne pour garder les gens intéressés dans le projet et pouvoir leur permettre de se développer. Et effectivement, l'année dernière, on a eu 24%, je pense, pour être précis, de mobilité interne sur les 95 recrutements qu'on a fait. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on encourage et forcément, le recrutement se fait différemment. Ça veut dire qu'on target une position A, c'est quelqu'un d'interne qui le prend, mais on va plutôt remplacer alors cette personne en interne par une autre source qui viendra de l'externe sur le coup. C'est ça, d'accord. Et je sais que tu me parlais récemment de réactivité. Oui, tout le monde veut être réactif, mais alors chez vous concrètement, ça veut dire quoi? Ça arrive que des gens viennent en entretien et reçoivent une offre le même jour. Forcément, on fait pas tout le temps ça, mais on va dire que notre process de recrutement est mis en place pour essayer d'avoir un laps de temps le plus rétréci entre le moment où la personne rentre en entretien chez nous et le moment où le processus se clôture. Parce qu'on sait très bien que c'est jamais idéal pour une personne, un candidat, d'avoir sa réponse 2 semaines après le premier entretien et puis de devoir revenir 3 fois et au final de se lancer dans un processus de recrutement en janvier et de le clôturer en mars. C'est pas idéal pour la personne et puis pour l'entreprise, c'est pas idéal non plus parce qu'on est sur des marchés qui sont très tendus et très pénuriques et donc les candidats ne restent pas forcément disponibles en fait 3 mois tout simplement. Donc de manière générale, on essaye de condenser le tout. Je pense qu'on a cette chance de recruter énormément et donc on est formé entre guillemets. Je veux dire qu'un manager chez nous peut recruter parfois une dizaine de personnes en une année, donc c'est plus que ce qu'un RH peut recruter dans une petite boîte. Et donc on se retrouve avec des managers qui sont en un sens des RH au niveau du recrutement et donc qui sont capables de se positionner rapidement sur, imaginons on voit un candidat, c'est le premier qu'on voit, mais il est très bien, on est capable de le reconnaître. Ce qui peut être compliqué quand tu recrutes une personne tous les 2 ans, de se dire j'ai vu qu'une personne, j'aimerais bien comparer, quoi. Ici on a moins ce biais-là, donc ça permet de vraiment rétrécir le temps et justement avant de venir ici j'ai un peu regardé les chiffres chez nous. Sur 2022 en moyenne, entre le moment où le candidat a le premier entretien chez nous et le moment où il reçoit son offre, il se passe 9,5 jours, quelque chose comme ça. En moyenne. En moyenne. Donc forcément, on va dire le laps va de 1 jour. Ça arrive que la personne ait l'offre le même jour à 25 jours. Donc 25 jours, forcément là c'est un peu plus long. Donc voilà, c'est pas facile de garder ces cadres-là. On essaye au maximum de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petits accros et des process qui durent 25 jours. Mais de manière générale, on essaye de condenser le tout, quoi. Même 25 jours, ça reste extrêmement rapide par rapport au marché. Ouais. Hein, alors,
Ça m'intéresse. Comment est-ce que vous arrivez à ça, puisque quelque part on rêve tous de pouvoir aller si rapidement, hein. Il faut d'abord bien sûr pouvoir identifier des bons candidats, et puis après le processus. J'imagine que c'est né aussi d'un travail important de sensibilisation des managers. Il y a le fait que vous recrutez beaucoup, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Comment vous êtes arrivé à avoir cette manière de travailler ? Mais je pense que la grosse facilité, entre guillemets, qu'on a eue, c'est que cette manière de travailler correspond à la manière de travailler de Tracis. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est pas tant que ça une culture du recrutement, c'est vraiment une culture d'entreprise, quoi. C'est comme ça qu'on fonctionne, comme je le disais un peu tout à l'heure, on est très agile dans le fonctionnement, on fonctionne à l'opportunité, c'est comme ça que Tracis a grandi et s'est développé autant. Et donc ça fait que les managers ont naturellement cette culture-là. C'est pas nous qui devons les pousser dans le recrutement à aller dans ce sens-là. Ça nous arrange bien parce que forcément le marché du travail, le marché de l'emploi est ce qu'il est, et c'est très très tendu derrière, donc ça nous arrange bien d'avoir ça. Par contre, on ne doit pas les pousser là-dedans parce que c'est la manière dont ils fonctionnent dans leur boulot quotidiennement. Donc je pense que c'est ça qui a mené à on va dire cette culture-là, c'est que c'est leur propre culture au quotidien en fait. C'est ça. J'ai quand même envie de te challenger parce que je dirais c'est une culture qui correspond aux valeurs, j'entends bien, et pourtant on a un héritage de 40 ans ou de 50 ans de recrutement où c'est l'employeur qui est roi et qui fait son choix. Et ici, ce que j'entends, c'est que vous avez complètement retourné la dynamique. Et oui, comment est-ce que vous avez réussi à ce que les managers rentrent là-dedans? Je crois que la question, c'est comment vous faites vivre en fait ces valeurs, parce que on peut les écouter, se dire oui, c'est bien, mais on a quand même tous nos réflexes, nos envies de comparer, l'impression que c'est nous qui avons le choix, etc., qui sont un peu, je dirais, des fondements dans notre attitude de travail, qui sont parfois hérités de 20 ou de 10 ans de travail. Comment est-ce que vous faites en sorte que les gens rentrent dans cette manière de fonctionner, en fait? Ici, forcément, il y a une partie de la RH de pouvoir challenger ces aspects-là. Donc nous, on voit énormément de monde, donc on se positionne aussi, quand on voit quelqu'un où on y croit, on se positionne réellement de, voilà, cette personne-là, on y croit, c'est une bonne pioche, entre guillemets, pour Tracis, on veut qu'elle intègre les rangs, et voilà, on challenge aussi le manager à ce niveau-là. Mais je pense que, voilà, comme toujours, en parlant de choses qui ne changent jamais dans le recrutement, il y en a une, c'est qu'à chaque fois qu'on lance un recrutement, c'était pour hier. Et donc les managers aussi ressentent ces aspects-là. Et donc je pense que le niveau de croissance de Tracis fait qu'on n'a pas vraiment le choix en fait. Je pense que quand tu recrutes 4 ou 5 personnes sur une année, là tu peux peut-être un peu te poser ces questions-là parce que tu en as moins besoin, ou en tout cas le besoin est moins criant. Ici on grandit tellement vite, les ressources sont tellement demandées en interne que naturellement, on va dire que on n'a pas trop eu le choix et ça nous arrange bien et ça colle quand même forcément aux valeurs. Donc je dirais que c'est aussi contextuel. Je ne pense pas que ça aurait été si facile à faire que ça dans un contexte où tu dois remplacer une personne sur un an. Là, ça aurait peut-être été plus compliqué, mais dans notre contexte, ça a fortement aidé, quoi. C'est ça. Moi, si je suis ingénieur méca, et que je dois recruter quelqu'un, il n'y a rien à faire, j'ai tellement d'autres choses à faire. Qu'est-ce qui va faire que moi, je vais dégager du temps pour? Oui, d'accord, ça m'intéresse, j'ai besoin de ressources. Mais comment tu arrives à faire en sorte que les gens dégagent vraiment du temps pour ça? Puis, il n'y a pas que le temps de l'interview, il y a le debriefing, enfin, etc. Donc, comment vous faites pour vous faire respecter en tant qu'RH comment vous faites ça? Ça, sincèrement, on ne fait rien de particulier. Sur le coup, ça c'est vraiment très... de nouveau, la croissance veut ça, mais je n'ai jamais eu à relancer qui que ce soit pour fixer des entretiens, etc. Forcément, quand on n'a pas les disponibilités qui s'alignent, typiquement, j'envoie un message au manager, je lui demande quels sont les moments où ils peuvent libérer du temps, et c'est toujours bien reçu. Donc ça, j'ai pas forcément de réponse à apporter là-dessus, parce que réellement, c'est très naturel chez nous. Maintenant, je suis déjà arrivé, moi, chez Tracis, dans un contexte où ils avaient déjà beaucoup recruté l'année d'avant. Donc peut-être que ça a été quelque chose qui a été mis en place avant que j'arrive, mais en tout cas, depuis que je suis là, aucun souci de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des formations, par exemple, pour les managers, comment mener des interviews, des choses comme ça? Non, ça se fait sur le tas. Il y a des nouveaux managers. Donc ici, par exemple, on a
pas mal de niveaux qui se créent, on va dire, parce qu'on était une petite boîte, donc on avait un manager, toute son équipe, et puis là, on grandit tellement fort que les râteaux deviennent beaucoup trop imposants. Donc on crée des niveaux de middle management. Ces niveaux de middle management-là sont pris soit par des externes, soit par des personnes en interne qui évoluent. Et ça nous est déjà arrivé, c'est pas formalisé, mais d'avoir des managers qui nous disent, tiens, je viens d'évoluer, je suis superviseur aujourd'hui, c'est la première fois que je fais un entretien, est-ce qu'on peut se voir une heure avant, histoire que tu m'expliques un peu comment ça se passe, et souvent, ils aiment bien avoir un peu une certitude de qui fait quoi, qui dit quoi et être aligné sur qui pose telle question. Mais voilà, de manière générale, chez Tracis, on essaye, enfin, un entretien, c'est faire connaissance avant tout. On n'a pas trop de canevas et 2 entretiens pour le même poste peuvent prendre totalement 2 tournures différentes, quoi. C'est ça. Et alors moi, si je suis candidat, si je suis candidat, tu peux peut-être partir d'exemples, je suppose que tu en as beaucoup. Comment ça se passe concrètement pour moi, en fait mon processus, Ouais. mon candidate experience finalement dans le recrutement chez Tracis, ça se passe comment? J'espère que ça se passe bien. En tout cas, on essaye de faire en sorte que. Donc ça, c'est quelque chose qu'on tient très fort à cœur. Donc de nouveau, dans le contexte de la croissance, et puis de manière générale, parce que ça correspond aux valeurs Tracis, on essaye réellement de garder, même si le candidat n'est pas retenu, qu'il sorte avec une bonne expérience du processus de recrutement. Concrètement, ça passe par quoi? Et donc ça passe par, je pense, à minima un suivi personnalisé. Ça veut dire que dès qu'on rentre en contact direct avec une personne, forcément on a énormément de postes ouverts et on a des réponses automatiques qui s'envoient aux gens parce que pour tous ceux qui postulent, c'est impossible de prendre le temps d'aller vers chacun individuellement. Mais à chaque fois qu'on a un contact direct avec une personne, c'est obligatoirement un feedback par téléphone. Quoi qu'il se passe tout au long du process, on essaye vraiment de garder ça et on le fait. Je dis on essaye, mais on le fait. Je pense que c'est le minimum et voilà, on sait bien que souvent c'est pas forcément respecté, mais jamais vous recevrez de Tracis un email disant merci pour l'entretien, malheureusement vous n'avez pas été retenu pour la position. On donne des feedbacks vraiment transparents, donc ça je pense que c'est important. Comme par exemple, tu aurais un exemple à nous donner? Parfois c'est challengeant dans le sens où il y a des gens qu'on apprécie, qu'on a apprécié en entretien et qu'on n'a pas forcément senti assez intéressés par le projet, par exemple. Ça nous est déjà arrivé de refixer un Teams d'une demi-heure après l'entretien pour débriefer de ça et pour challenger là-dessus, dire voilà, ici, niveau compétences, ça nous semble matcher. On a bien aimé l'entretien, par contre, on ne vous a pas senti à ce point intéressé par le job. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Donc voilà, c'est des feedbacks, je pense, qui sont importants parce que ça veut dire qu'on base la relation sur quelque chose de clair. Ça nous est déjà arrivé aussi de dire, on y croit, on a envie d'investir en vous, on a envie de se lancer. Par contre, voilà, il y a quelques aspects qu'il faudra développer. Est-ce que vous voyez faire ce genre de choses? Donc c'est des feedbacks qui sont vraiment constructifs. Et de manière générale, quand la personne n'est pas retenue, on donne un feedback tout à fait transparent, ce qui nous permet aussi d'avoir d'autres types de réussites. Ça nous arrive, forcément c'est un peu le rêve de l'avoir et on ne l'a pas dans tous les recrutements, mais ça nous arrive parfois d'avoir 2 personnes qui correspondent très bien. Voilà, il faut faire un choix, c'est un peu le jeu derrière. Ça nous est déjà arrivé ici récemment, fin d'année dernière, de rappeler une candidate et de lui dire voilà, malheureusement on a avancé avec quelqu'un d'autre. Par contre, votre profil est vraiment très intéressant, on sent qu'il y a un match au niveau des valeurs et la croissance est là, donc c'est pas du tout impossible qu'à moyen terme une position puisse vous correspondre. Est-ce que vous restez intéressé dans l'absolu? Et puis finalement, 1 mois plus tard, on la revoyait pour une autre position et aujourd'hui elle travaille chez nous. Donc je pense que c'est quelque chose qui est permis par le fait d'avoir une bonne expérience candidat tout au long. Si tu avais reçu un email disant désolé, on a avancé avec quelqu'un d'autre, pas convaincu que tu retournerais vers Tracis 3 semaines plus tard. Et de la même manière, si tu avais reçu un suivi 1 mois et demi, 2 mois après ton entretien, de nouveau, je ne crois pas que tu y retournerais, quoi. Donc on essaie vraiment de garder ça et c'est aussi super important pour nous dans la croissance. Et puis même de manière générale, ça donne une bonne image de Tracis, quoi. Oui, c'est ça. Et alors dans le processus même, est-ce que vous êtes, par exemple, chaque fois autour d'une table ou comment ça se passe? Quelqu'un qui vient, un opérateur qui vient pour travailler en salle blanche, comment ça se passe? Dans quelles conditions? Il y a plein de types de recrutement. Enfin, on va dire que c'est vraiment adapté. Donc forcément, les personnes que les personnes vont voir seront différentes par rapport au type de recrutement. De manière générale, souvent, on fait le premier entretien de manière classique, à la différence que on le fait sous une forme de discussion. J'ai l'impression que c'est très
très bonne ambiance en fait, les recrutements chez Tracis. Vous n'êtes pas maltraité dans tous les sens et vous sortez de là, vous ne savez plus comment vous vous appelez. C'est vraiment, on a fait connaissance et vous dites, tiens, ça a l'air d'être des chouettes gens, j'ai envie d'aller avec eux, quoi. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'on fonctionne. Et voilà, il y a plein de types de recrutements différents, mais on essaye aussi d'impliquer les équipes. Donc souvent on fait le processus en 1 ou 2 étapes et c'est typiquement une deuxième étape possible. J'ai vu la personne avec le manager, ça s'est bien passé, on y croit et donc on la fait revenir voir l'équipe tout simplement. Et donc l'équipe va faire un petit tour dans les bureaux, dans les installations avec, va faire un petit peu visiter, voilà à quoi ça ressemble et puis ils vont boire un café à la cafette, quoi. Donc ça c'est typiquement une deuxième étape qui arrive quand je l'ai déjà fait avec le manager, qu'on y croit et qu'on se dit tiens c'est bien de rencontrer l'équipe. Donc ça permet aussi d'impliquer les équipes et d'avoir leur avis aussi derrière. Et puis vous reconsultez l'équipe par après alors? On prend le feedback effectivement et s'ils nous disent qu'il y a incompatibilité d'humeur, on le prend en compte. Donc si l'équipe dit non, forcément c'est un choix qui compte chez nous, quoi. C'est ça. D'accord. Et quel type de compétences sont importantes pour vous dans le recrutement? Je veux dire, sur quoi se base? J'entends bien que c'est faire connaissance. Après, j'imagine que vous avez quand même, je dirais, votre canevas et quelque part, sur quoi vous vous basez? Aujourd'hui, on dit, il y a des personnes qui disent, voilà, on ne peut plus se permettre d'avoir le profil tel qu'on l'avait avant. Chez vous, ça se passe comment? Il y a une base technique qui doit être là, ça c'est sûr, pour nos métiers. Donc moi, je suis RH, autant de bonne volonté que je sois, je n'irai pas faire de la radiochimie, c'est pas mon boulot. Donc il doit y avoir une base technique. Par contre, réellement, le critère numéro 1, c'est le fit de la personne avec Tracis, avec la culture et la manière dont elle croit au projet en fait. Parce que ici on est dans une structure qui grandit très très fort, donc avoir des personnes qui sont plug and play dans chaque position, c'est pas possible. Et à côté de ça, on a un environnement qui bouge aussi énormément. On parlait de la mobilité interne tout à l'heure. Pour ça, il faut des personnes qui croient au projet, qui ont envie de se développer avec le projet. Et donc ça, c'est notre critère de choix numéro 1, c'est d'avoir des gens qui ont un bon match culturel en fait avec Tracis. Et après, voilà, il y a 2 types de risques possibles à prendre dans un recrutement de manière générale. Soit tu as la personne qui est parfaite pour tes besoins, mais tu doutes de l'intégration dans l'équipe ou dans l'entreprise. Ça, c'est un risque qu'on ne prend pas. Et tu as l'autre sens, la personne qui fit vraiment avec l'entreprise et il lui manque peut-être l'une ou l'autre compétence vraiment hard skills au sens propre. Alors là, nous, on investit. Et ça, c'est le risque qu'on prend. On croit à la personne, elle a les bases clairement pour faire du bon boulot et on va investir en elle pour qu'elle puisse se développer. Et donc, je pense que c'est ce qui permet déjà de ne pas rechercher un mouton à 5 pattes à chaque recrutement et puis aussi d'avoir des personnes qui restent longtemps, un turnover qui est très très bas parce que si tu rajoutes un turnover un peu trop haut dans une entreprise qui doit déjà faire plus 100 en une année, tu te retrouves avec un nombre de recrutements incalculable. On est plus ou moins autour de 5%. Donc ça reste clairement, forcément, on va dire la croissance aussi veut que, c'est quasi la moitié de l'entreprise qui est arrivée ces 2 dernières années. Donc c'est logique que le turnover soit bas, mais voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille et je pense que cette mobilité en interne et toutes ces opportunités qui s'ouvrent à gauche, à droite, ça va permettre de garder les gens beaucoup plus longtemps parce qu'ils vont avoir un développement qui est super intéressant chez nous, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Et par rapport à ce côté valeur, j'imagine que vous en parlez beaucoup, que vous, en tout cas, vous les, je ne vais pas dire tester, mais comment vous vérifiez, comment vous arrivez à savoir si les valeurs, si ça va coller? C'est vraiment du subjectif, je pense. Ça reste faire connaissance avec une personne, voir la manière dont elle fonctionne. On creuse aussi beaucoup des exemples concrets de ce qu'elle a fait et surtout des questions qui peuvent paraître bateaux, mais quand on les creuse bien, qu'ils ne le sont pas, mais le type de projet qu'elle a mis en place, dont elle est le plus fière, un petit peu, ses réelles motivations intrinsèques en fait, pas juste sa motivation pour le job. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être très motivées pour un job, mais réellement ce qui fait qu'ils se lèvent le matin et qui vont bosser derrière. Et ça nous permet de voir justement si ça matche avec nous. Donc si les personnes, elles ont envie d'autonomie, elles ont envie d'une équipe où c'est super léger dans les relations, où il n'y a pas énormément de hiérarchie ou énormément de structure qui empêche, qui t'oblige à passer par 3 managers avant de parler à ton responsable tout en haut, ce genre de choses. Et des personnes qui sont axées sur le développement, l'innovation, sur prendre des risques à gauche, à droite et vraiment essayer de mieux faire, c'est clairement une culture qui va matcher et
c'est intéressant en fait pour nous de parier là-dessus parce que si elles ont ce mindset-là, elles vont développer peut-être les hard skills qui leur manquent ou essayer d'aller creuser un peu plus loin ce qui font qu'ils n'ont pas la cinquième patte du mouton, entre guillemets, quoi. C'est ça, c'est ça. Est-ce que tu disais aussi éventuellement d'avoir des personnes qui n'ont pas toujours les skills, est-ce que ça fait partie de votre choix de se dire, ça nous permet justement de garder la personne plus longtemps parce qu'on va investir dans son développement? Ils les ont. Donc, quand je dis Quand pas je dis toujours les skills, tous les technical skills, je veux dire. Ils les ont. Ils ont toujours en tout cas les bases qui leur permettent de bosser dessus. Mais en tout cas, on ne se limite pas du tout à un CV. L'idée, c'est de savoir si la personne peut faire le job et pas si elle a 50 ans d'expérience dans le job en tant que tel. Donc ici, pour prendre un exemple de l'année dernière, au niveau du montage électromécanique, on a une personne qui nous a été recommandée par un plan qu'on a mis en interne qui est venue chez nous en entretien. Elle avait fait 15 ans en tant qu'agent de sécurité et elle postulait pour un job au montage. Donc typiquement, on a vu la personne. Au montage, on leur fait faire des petits tests techniques. C'est juste le montage d'un sous-ensemble chez nous et c'est l'occasion de rencontrer l'équipe. En fait, ils se mettent dans l'atelier pendant 1h30. Ils ont assez peu d'informations, mais ils peuvent demander à qui ils veulent tout ce qu'il y a autour d'eux. Donc ça permet d'avoir un retour de l'équipe et d'avoir un point de vue technique. Et voilà, cette personne-là, qui n'avait pas 20 ans d'expérience en électromécanique, qui avait même sur papier pas d'expérience en électromécanique, c'est quelqu'un qui bricolait énormément autour de ça. Et donc elle est chez nous maintenant en tant que monteur et ça se passe super bien. Et voilà, il y avait un vrai fit au niveau des valeurs. Il y avait clairement des bases techniques, même si ce n'était pas son métier. Et donc aujourd'hui, ça se passe méga bien. Donc voilà, c'est le type de choses qu'on peut faire. Et c'est ça que j'entends par pas tous les hard skills, dans le sens où sur papier, cette personne-là n'était pas électromécanicienne ou n'avait pas 20 ans d'expérience là-dedans, quoi. C'est ça, d'accord. Ok. Donc il y a vraiment une diversité, c'est pas uniquement, je dirais, ce qui est sur papier, mais aussi l'expérience est réelle, quitte à ce que ce soit de la vie privée, quoi. Ouais. D'accord, ok, très bien. Au-delà de ces pratiques, est-ce qu'il y a des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire chez Trasis en matière de recrutement? Je pense des choses peut-être comme des coups de poing pénurie, des actions vers des écoles, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce qu'en fait, finalement, c'est vrai que tout ce que nos visiteurs vont attendre, c'est de dire, mais en fait, et moi, et peut-être moi, dans mon contexte qui n'est peut-être pas en croissance non plus comme celui de Trasis, qu'est-ce que moi je peux faire? Parce que moi aussi, j'ai des difficultés à trouver. Oui, c'est ça, effectivement. On va dire que la grande chance qu'on a, c'est justement cette diversité de métiers. Donc, ça veut dire qu'on a la complexité du nombre, mais on a moins la complexité de recruter 45 fois le même profil. Parce que ça, c'est très compliqué. Par contre, on a des profils qu'on doit recruter en plus grosse masse, donc notamment au niveau du montage électromécanique. Et c'est ça que tu parlais du coup de poing pénurie. C'est ce qu'on avait, on en avait discuté, mais c'est ça qu'on avait mis en place. C'est, pour le montage, pour la partie montage électromécanique, on s'était dit, il nous fera en 10 et 12 personnes cette année. Et voilà, partir sur 10 et 12 Comment ça s'est passé recrutements. concrètement, la mise en place de ce coup de poing pénurie? Tu peux expliquer ici, c'est parti du constat qu'il nous fallait 10-12 personnes. Donc c'était beaucoup et donc il fallait qu'on mette en place quelque chose de particulier ou en tout cas qui sort de l'ordinaire parce que de manière ordinaire, 12 électromécaniciens, c'est quand même compliqué à trouver. Et avec qui vous avez travaillé pour ça? En fait, on a fait un partenariat avec le Forum et Technifutur. Technifutur, c'est un centre de formation à Liège, c'est un centre de formation technique et donc le Forum a fait une communication de son côté, nous a envoyé des candidatures de demandeurs d'emploi, on les a vues et justement là on a typiquement évaluer vraiment le fit culturel avec Trasis. On a sélectionné des candidats qui sont partis en formation Technifutur pendant 3 mois. Cette formation-là allait leur donner les bases de l'électromécanique, comment ça fonctionne derrière, un petit peu une machine, etc. C'est des personnes qui n'avaient pas du tout un profil technique à la base, qui avaient vraiment un intérêt derrière. Et ils étaient supposés venir en stage chez nous pendant je ne sais plus combien de temps, c'était peut-être un mois, c'était un stage court. Ce stage-là a eu lieu et voilà, aujourd'hui on les a tous confirmés par un contrat. Mais en fait c'est vraiment, je pense que quand on veut sortir un peu des sentiers battus, il faut être prêt à s'investir. Parce que typiquement, on les a envoyés 3 mois en formation, ils sont venus en stage chez nous, ça demande beaucoup de travail au niveau des superviseurs. À chaque fois on leur a alloué un parrain derrière qui est là pour suivre, pour les questions, pour les accompagner au quotidien. Donc ça, je pense que sortir des sentiers battus quand il y a des besoins, c'est super important, mais il faut bien le faire et il faut réellement s'investir
investir derrière parce que je pense que la réussite de Scout.pénurie, elle est là parce que eux sont investis. Clairement, c'est eux les premiers acteurs de tout ça et on a vraiment une belle équipe qui est sortie de là. Et parce que nous aussi, on a essayé de s'impliquer derrière. Il ne faut pas laisser le truc couler, essayer de voir si ça marche. Il y a réellement une implication de l'entreprise derrière pour l'intégration de ces personnes-là, pour la formation de ces personnes-là. Ok. Et voilà, aujourd'hui, ça se passe super bien. Ils sont tous les 8 de la formation chez nous en train de bosser. Et apparemment, ils se plaisent bien. Donc c'est une réussite. Magnifique, oui, magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques comme ça, justement, qui fonctionnent je pense aux écoles, je pense à d'autres choses. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui est particulier aussi chez vous dans votre manière de... De manière générale, on essaye de se rapprocher des écoles, tout simplement parce que l'équipe de Tracis déjà est jeune, donc on recrute beaucoup de jeunes et on essaye de faire d'une pierre deux coups, on va dire, de pouvoir se donner un peu de visibilité aussi près des écoles et on croit vraiment beaucoup à ce développement de la praticité, on va dire, des formations académiques. Donc ça passe par quoi ce rapprochement des deux mondes. Comment est-ce que vous vous rapprochez des écoles concrètement? Je dois penser à quoi? On participe à des événements, donc soit on envoie des personnes de chez nous intervenir dans des cours, dans des séminaires pour donner une idée de comment ça se passe réellement sur le terrain à des personnes qui sont encore à l'école. On participe ici, pour donner un exemple concret, dernièrement on a participé à un hackathon avec l'ELMO qui est une haute école à Liège en informatique. Donc l'informatique est un de nos gros métiers, donc c'est intéressant pour nous d'avoir contact avec ces jeunes-là. Et en fait ils ont 3 jours non-stop pour développer une application. Donc les cours sont supprimés, ils ont 3 jours pour développer cette application-là. Et on a demandé à un client externe, qui était nous en l'occurrence, de pouvoir arriver avec une demande et puis d'intervenir le dernier jour pour assister aux présentations, voir comment ça s'est passé de leur côté et donner un retour. Donc c'est typiquement le genre de choses qu'on fait parce que déjà c'est intéressant pour nous d'être dans ce genre d'événement. C'est intéressant pour nos développeurs à nous d'aller au contact des jeunes et il y a un de nos développeurs qui était sorti de cette école-là l'année d'avant, donc voilà, c'est un peu un retour aux sources pour lui et ça nous permet d'avoir une visibilité auprès de ce public-là et surtout de leur introduire les contraintes du monde de l'entreprise, de leur donner un projet concret. On a pas mal de projets intégrés aussi avec des écoles d'ingénieurs autour de chez nous. On donne des problématiques concrètes, ils viennent voir un peu sur le terrain comment ça se passe et pendant tout un quadrille, ils bossent en groupe sur cette problématique-là. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on fait beaucoup et en tout cas dès qu'on a une sollicitation et nous-mêmes on se propose pour faire ce genre de démarche, quoi. D'accord, c'est ça. D'autres choses encore Et ici on fait... par exemple, je ne sais pas, il y a des entreprises qui travaillent, qui font de la cooptation, des choses comme ça. Je sais pas si c'est... Ici on fait beaucoup d'alternance, donc on s'implique justement de nouveau okay. dans ce rapprochement entre le monde académique et le monde professionnel. On a beaucoup de stagiaires en alternance et on travaille à ce développement-là. Donc ça on s'investit, on investit du temps aussi. On a un groupe de travail avec des entreprises sciences de la vie de la région de Liège pour vraiment essayer d'accompagner ça ou en tout cas de pousser au développement de l'alternance parce qu'à Liège on a encore assez peu de formations qui offrent cette alternance-là dans les métiers techniques. Okay. Et voilà, typiquement ce sera un gros besoin pour nous, tout ce qui est technicien de laboratoire, etc. Donc voilà, s'impliquer en amont sur tout ça et essayer d'intervenir et de participer à ce développement-là, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Donc c'est des choses qu'on essaye de mettre en place. C'est pas, on va dire, c'est pas un retour direct, c'est investir du temps pour demain et pour essayer de préparer le futur, quoi. C'est ça, c'est ça. Et donc, oui, le mot qui me venait, c'était aussi la cooptation. Je sais pas, comment vous faites pour que... le bouche à oreille, je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous, est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez aussi? Oui, ça on a mis en place un plan justement à ce niveau-là, donc ça s'appelle Bring a Friend, donc c'est littéralement ramène un de tes amis, et donc en fait c'est un plan, on a une petite prime pour les personnes qui nous recommandent quelqu'un qui est finalement engagé chez Tracis. Et ça marche? Donc ça marche super bien, parce que l'année dernière il y a quasi un recrutement sur 3 qui était amené par quelqu'un de l'interne, donc ça veut dire que mon job a été fait par un de mes collègues un tiers du temps, donc voilà, ça c'est bien. Et surtout, ça nous permet... Ça marche, en fait, si bien, je crois que tout le monde essaye un peu, ça, mais
Voilà, chez vous, c'est 1 sur 3. Bah, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que la première chose qui fait que ça marche très bien, c'est que c'est un peu l'effet boule de neige. On grandit beaucoup, donc forcément, plus on est, plus on a de recommandations. Et surtout, ce qui marche bien là-dedans, c'est que les personnes connaissent l'entreprise de l'intérieur et donc vont nous recommander des gens qui naturellement correspondent à nos critères et qui vont avoir cet esprit traciste, ce fit culturel avec l'entreprise. Et à côté de ça, bah, ça nous permet aussi d'avoir des gens qui sont un peu briefés sur le job qui on est, ce qu'on fait, parce qu'ils connaissent déjà quelqu'un en interne. Et ce qui est super intéressant pour nous et ce qui est valorisant aussi, je pense, et c'est une certaine reconnaissance à Tracis, c'est que les personnes qui viennent par là, c'est pas simplement des amis éloignés ou des anciennes connaissances des études. On a des personnes qui nous ont recommandé leurs frères, leurs sœurs, leurs tantes. Donc on est sur un niveau très proche, je trouve, et je pense que ça veut dire quelque chose. Quand quelqu'un recommande à son frère ou à sa sœur de venir bosser dans son entreprise, c'est réellement qu'il y a une confiance en fait dans la boîte, dans l'aspect sain des relations au sein de la boîte. Je pense que ça veut dire quelque chose, et voilà, c'est toujours bon à prendre en tant que RH, ce genre de feedback, quoi. Ouais, complètement, complètement. Oui, c'est sûr que si j'invite ma sœur à solliciter et qu'elle est déçue, quelque part je me mets en jeu aussi, donc c'est sûr on que se mouille beaucoup engageant, plus, quoi. effectivement. Et voilà, je pense que quand on recommande un ami de manière générale aussi, hein, mais je veux dire, recommander la famille, c'est quand même quelque chose en plus, je trouve. C'est ça. Et alors, en termes de branding, comme tu disais, vous n'êtes pas encore toujours aussi connu que vous ne le voudriez hein, sur Liège, alors que vous êtes quand même un gros acteur hein, sur Liège. Il y a des choses que vous prenez en compte là maintenant, que vous allez mettre en place pour ça? On essaye de se développer de plus en plus parce qu'effectivement, historiquement, on n'a pas travaillé beaucoup sur ces aspects-là. Donc nos deux fondateurs sont des personnes très humbles et voilà, l'idée, c'était pas du tout de se mettre en avant. C'est ça. Aujourd'hui, le besoin est clairement là parce que on a un peu notre image a un peu de retard sur qui on est. Donc effectivement, on est dans les gros employeurs de Liège et on n'a pas du tout cette visibilité. Donc ici encore, il n'y a pas 2 semaines, on a engagé quelqu'un qui habitait à 4 rues de chez nous, il ne nous connaissait pas, quoi. Donc déjà le bâtiment est un petit peu reculé, voilà, ça joue à ça, mais voilà, il habitait à 3 rues de chez nous, il ne nous connaissait pas. Et donc voilà, on essaye de travailler là-dessus, on répond de plus en plus aux sollicitations de la presse, qui n'était pas le cas. Donc dernièrement, on est passé sur l'émission Waldorado, qui permet de mettre en avant justement différentes entreprises. On travaille beaucoup à la communication aussi, pour essayer de se faire connaître un peu plus, parce qu'on a ce retard d'image et l'air de rien, la croissance a été très très forte. Donc ça veut dire qu'il y a 3 ans, on était moins de 100 personnes, donc on était encore une petite boîte. Et forcément, l'image vient toujours avec un step de retard. Donc voilà, c'est important pour nous aujourd'hui, et surtout au vu des défis qui nous attendent, de pouvoir se faire connaître et que les gens sachent qui on est, quoi. Et au niveau médias sociaux, il y a des canaux que vous investissez plus que d'autres je veux dire, par rapport à votre culture, comment est-ce que vous... De manière générale, on travaille beaucoup sur LinkedIn. Et puis à côté de ça, hors Internet, on essaye de se rendre beaucoup plus présent au contact directement des écoles notamment. Donc on fait beaucoup de job fairs, ce genre de choses, pour essayer de se faire connaître autour de chez nous. Donc c'est plutôt, on communique comme toute boîte au niveau des médias sociaux et tout ce qui va avec. Et on essaye en plus aussi d'aller au contact direct des populations qui sont susceptibles d'être intéressées par Tracis demain, en fait. Oui, c'est ça. Bien, écoute, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu penses encore à autre chose. Moi, je suis déjà très inspiré par tout ce que tu as dit. Est-ce qu'il y a encore quelque chose d'important, peut-être qu'on n'a pas mentionné? Non, je pense qu'ici, on essaye de se montrer innovant, on essaye de sortir un peu des cadres de temps en temps, et c'est nécessaire pour certaines choses, mais je pense qu'ici, l'aspect à retenir, et moi, ce qui m'a inspiré en fait en rentrant chez Tracis et qui continue de m'étonner en fait aujourd'hui, c'est à quel point réellement la culture d'une entreprise et la manière dont les gens bossent ensemble peuvent être attractifs pour les personnes. Donc ça nous arrive, tu es déjà venu chez nous, hein, donc tu as la petite salle d'attente qui est au milieu d'un couloir, enfin qui est juste avant un couloir, et voilà, quand on arrive 2-3 minutes en retard en entretien, on a souvent ce feedback on arrive, ça fait 5 minutes qu'on attend, et on ressent déjà une dynamique, on ressent déjà des contacts entre les gens, et je trouve que c'est très fort en fait la manière dont on devrait faire attendre tous nos candidats 5 minutes, parce qu'ils nous donnent vraiment ce feedback-là, et voilà, je pense que notre grosse force, c'est qui on est en fait, et c'est sur ça qu'il va falloir continuer à bosser demain pour garder ce cœur tout en grandissant derrière, quoi. C'est ça.
Peut-être alors dernière question, qu'est-ce que tu pourrais en conclusion donner comme conseil voilà, à tous les autres membres en Wallonie qui sont là et qui ne sont pas forcément dans des périodes de croissance comme vous l'êtes, mais qui ont quand même des vraies questions de recrutement. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme peut-être ton conseil ou tes 2 conseils les plus importants? Mais moi, je pense que le conseil le plus important que je pourrais donner, c'est de bosser les bases, entre guillemets. Donc, je pense que Tracis a toute une série de bonnes pratiques que tout le monde connaît, mais qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place. Je pense que c'est super important de les mettre en place parce que ça permet de construire des fondations solides et puis de garder un vivier de candidats qui, malgré le fait qu'ils ne soient pas retenus parfois, puissent rester intéressés. Et puis après, quand vous faites quelque chose de peut-être un peu plus innovant ou qui sort plus des cadres, réellement s'investir et pas du tout le faire à moitié. Parce que je pense que sortir des cadres, c'est s'investir et plus on s'investit, plus il y a de risques plus il y a de chances que ça fonctionne, quoi. C'est ça. Donc c'est vraiment ces 2 aspects-là. Mais je pense que ce qui fait la réussite d'un recrutement aussi, c'est d'avoir fait passer aux candidats réellement qui on était et qui s'attendent à ce qu'il va retrouver et ne pas vendre qui on n'est pas ou lui dire qu'il va faire quelque chose et qu'il ne le fasse pas derrière, ça c'est plus compliqué. Donc je dirais vraiment être transparent, bosser les bases et puis s'investir quand on essaye quelque chose de neuf, quoi. C'est ça. Merci beaucoup Maxime, c'était vraiment plaisir. très inspirant. J'ai entendu le mot innovant, moi ce que je regarde aussi c'est le mot cohérent et bien pratique, bien pragmatique. Merci à vous d'avoir assisté à ce témoignage de Tracis. C'était donc recruter en 2023 des pratiques qui marchent. Et voilà, nous espérons vraiment que vous avez pu avoir des idées et des choses qui vont vraiment vous inspirer dans vos pratiques à vous. À la prochaine fois pour un prochain témoignage.